on va voir une certaine introduction concernant les idées sur le sujet, à savoir, nous parlerons plutôt de tactique, de choix tactique. Commençons par effectivement le choix tactique à prendre en compte. Pourquoi ? Parce que l'art du changement est dans l'exécution. L'idée principale, c'est que le changement prend sa valeur dans l'exécution d'une décision. La conduite de projet de changement conduit effectivement le manager, le dirigeant, à faire des choix tactiques puisqu'il faut amener, si vous voulez, le changement dans l'exécution. Bien entendu, ce choix tactique est conditionné par la réussite de l'opération. Ces choix ne peuvent pas donc être secondaires. Ils conditionnent donc la réussite. Les tactiques envisagées, au nombre de 3, voilà. Tout d'abord, il est possible d'envisager une modification globale, donc du changement, premier élément, conduire le changement de manière globale sur l'ensemble donc du problème. Deuxième idée, deuxième tactique, impulser le changement d'en haut ou le faire remonter d'en bas et envisager un type de leadership donc à adopter plus ou moins autoritaire pour impulser ce changement. C'est pour ça qu'on va envisager tout cela. Le changement global, puisque nous étions ici dans un genre d'introduction. Le changement global ou graduel, il faut envisager bien entendu le changement global. Toute organisation est concernée par le changement lorsque l'on traite du changement global. L'idée est que le promoteur va mettre en chantier, en mesure, le changement, mettre en place le changement rapidement sur l'ensemble de l'organisation. Cela a pour avantage d'avoir une certaine rapidité et d'éviter les périodes de doute de certaines parties prenantes. Tout le monde bascule, donc toute l'entreprise bascule vers un nouveau système en même temps. Ce choix s'impose à condition d'avoir une forte solidarité entre les parties prenantes. Bien entendu, il existe une deuxième vision, c'est un changement plus graduel. On va parler de changement incrémental, j'allais dire. C'est un vocabulaire sympathique. Et effectivement, on préfère parfois une expérience locale, partielle, c'est l'idée, progressif. Donc pour tester un nouveau système qui sera ensuite progressivement étendu à l'ensemble de l'organisation. Cette tactique permet de roder donc le système, de former les utilisateurs et ensuite d'avoir une expansion générale à l'organisation. Bien entendu, j'allais dire, ce changement graduel va prendre du temps et l'inconvénient, c'est que les parties prenantes vont, j'allais dire, développer des tactiques ou des stratégies de résistance. Contrairement au changement global, qui apparaît être plus rapide, mais nécessairement nécessite une certaine solidarité de l'ensemble des parties prenantes. Donc nous sommes ici vraiment dans une vision globale où, si vous voulez, il y a pour les promoteurs une volonté d'informer les parties prenantes qu'il est nécessaire de changer globalement au regard de l'environnement qui sera peut-être bouleversé. Bien entendu, on peut envisager les changements par le haut ou les changements par le bas. Donc, deuxième type de tactique. Après le changement global et le changement, si vous voulez, incrémental, il faut envisager l'origine du changement. Donc, le changement par le haut, le changement par le bas. Le changement peut être impulsé donc, par le haut. Et effectivement, vous avez un rôle important de la direction générale, puisque c'est elle qui va mettre en place, qui a impulsé, donc qui va introduire certaines techniques comme le juste à temps, des normes de qualité, des systèmes comptables, de nouveaux produits. La stratégie vient du haut. Bien entendu, nous avons vu ensemble que toute stratégie
j'allais dire, est de la compétence du directeur général et effectivement, le changement viendra du haut. Tout se passe donc si le projet est compris par l'ensemble des parties prenantes, bien sûr. La direction apparaît être crédible au regard de la politique à mettre en place. Et bien entendu, surtout, les ressources dont on parlait dans le module antérieur, les moyens nécessaires sont mis en place pour pouvoir, développer l'ensemble de la nouvelle stratégie. Il y a bien entendu un risque d'incompréhension puisque vous avez effectivement un projet qui est conçu de trop loin du terrain, qui se heurte donc à des obstacles. Le premier obstacle, bien entendu, c'est la réticence, des managers intermédiaires, donc ou qui s'estiment peu, qui s'estiment peu consultés ou ils pensent que les ressources ne sont pas suffisantes. Il peut y avoir également des doutes des clients ou des fournisseurs, donc un risque d'incompréhension. Pour éviter ce risque, il faut investir du temps et de l'énergie dans la conviction donc, de ces parties prenantes, de ces partenaires qui acceptent donc d'ouvrir donc, le projet pour y intégrer des idées ou des modalités. Donc l'idée, effectivement, c'est que lorsque le changement est impulsé par le haut, effectivement, des risques d'incompréhension, donc un effort d'investissement, de communication, d'information. Nous avons une autre vision de changement. Le changement peut être impulsé donc d'en bas. Et il faut ici prendre en compte le rôle joué donc par les opérateurs qui émergent bien entendu du terrain. Les changements sont perçus par les opérateurs. On parlera d'innovation technique, de nouvelle organisation. Pensons à Taylor lorsqu'il était ouvrier, où les opérateurs peuvent très bien suggérer certaines améliorations sans que ce soit, bien entendu, des changements importants. Bien entendu, ce changement impulsé donc par le bas est porté par l'enthousiasme des individus, puisque c'est eux qui sont à l'origine donc de ce changement. Bien entendu, ces individus peuvent se heurter au cadre intermédiaire, comme tout à l'heure. Lorsque c'est impulsé par le haut, les cadres intermédiaires peuvent faire résistance, ou impulsé par le bas, la résistance reste la même. Bien entendu, il faut que la direction générale donc, soit ouverte et réaliste pour accueillir, si vous voulez, les suggestions donc, venant d'en bas. Ces projets donc, de changement apparaissent être longs donc, et complexes. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas, si vous voulez, de vision alternative du changement, mais plutôt une vision globale. Et lorsque cela paraît complexe et difficile, il faut envisager effectivement une complémentarité des deux types de changements, à savoir le changement par le haut et par le bas, toujours peut-être impulsé par la direction générale, mais également une remontée d'informations donc de l'ensemble des opérateurs. Bien entendu, comme toujours en management, il faut envisager les avantages et les risques de ces deux types de changements. Le changement par le haut donc produit des avantages, une vision bien entendu stratégique intéressante, puisque nous avons vu que les stratégies sont mises en place par les dirigeants. Le message peut être fort, puisque effectivement impulsé par le haut, et les moyens, effectivement, les moyens importants, la direction donc investit des moyens importants. Les risques sont des risques de blocage, toujours pareil, des cadres intermédiaires, de hiérarchie intermédiaire. On parle plutôt de syndrome de petit chef. La problématique, c'est que si vous voulez, ce changement par le haut est déconnecté du terrain, ce qui pose problème. Et effectivement, la base peut très bien ne pas accepter complètement ce changement. Par contre, lorsque nous avons un changement donc par le bas, cela produit effectivement des avantages, un certain réalisme, bien sûr,
puisque très près du terrain, et une implication des acteurs. Nous aurons moins de résistance au changement des opérateurs. Bien entendu, toujours pareil, les cadres intermédiaires vont bloquer. Le risque, je viens de le dire, le blocage de la hiérarchie intermédiaire, et bien entendu, la direction peut accueillir de façon réservée les suggestions venant d'en bas. Donc effectivement, nous pouvons voir que lorsque nous avons des changements importants, il est intéressant d'alterner, si vous voulez, de deux types de changements ou deux types de suggestions vers le haut et vers le bas. Mais effectivement, la problématique, c'est qu'il faut que le changement soit au départ suggéré par la direction, puisque seule la direction est à même d'apprécier, de diagnostiquer l'environnement dans lequel est plongée l'entreprise. Bien entendu, tout changement entraîne un processus, et là, vous avez donc l'énoncé des principes au regard des 3 processus du changement. Donc, les processus du changement sont souvent décrits en 3 phases. En amont, il s'agit de dégeler, entre guillemets, une situation, donc faire comprendre la nécessité du changement. 2, au moment des décisions, il s'agit de trancher et d'arbitrer. Et 3, après la prise de décision, il s'agit de former et de faire assimiler, d'accompagner les individus. Toujours pareil, on diagnostique, une fois qu'on considère que le changement est nécessaire, il faut dégeler une situation. N'oublions pas que les parties prenantes ont l'habitude de fonctionner ensemble avec des codes donc établis depuis, un certain temps. Ensuite, une fois qu'on a dégelé une situation, il faut prendre donc une décision. Et enfin, une fois qu'on a pris une décision au regard, du changement projeté, il faut prendre la mesure de ce changement par l'intermédiaire d'une formation non, suffisante pour amener le changement, mais nécessaire. Bien entendu, on a vu tout à l'heure que le changement peut provenir de la tête, donc de la direction, puisque tout changement stratégique provient d'une décision stratégique et seuls les dirigeants, les managers ont ce pouvoir. Mais surtout, ce qui est important, un aspect important dans le processus du changement, c'est la nature même de la direction, à savoir le style donc de direction, si on a un style autoritaire ou participatif. Effectivement, la participation des individus au changement dépend du style d'autorité ou du style du leadership. Alors, nous avons le degré donc de participation des individus dépend, de la notion, du type de direction que l'on peut avoir. Et plus globalement, il faut envisager, si vous voulez, ou reprendre en compte les analyses classiques des styles de direction. Donc, nous avons ici 4 auteurs, mais nous connaissons davantage Licker et Blake et Mouton, effectivement, qui ont développé des styles de direction au nombre de 4. Et on va s'apercevoir qu'en fin de compte, il ne s'agit pas de styles de direction bien cadrés, mais plutôt une certaine complémentarité des styles de direction. Donc les 4 styles principaux, d'autorité. Nous avons en premier lieu la stratégie autoritaire, le style autoritaire qui impose, un projet qui est décidé, et bien sûr, qui est unilatéral, qui a pour, effet d'être rapide et d'être clair. Bien entendu, on se retrouve face à des réactions frontales, des oppositions frontales ou des alignements, d'acteurs passifs. Face à cette stratégie autoritaire, soit vous avez une opposition assez, forte, soit vous avez une adhésion donc des parties prenantes. Bien entendu, mot intéressant cette fois-ci, effectivement, la pérennité peut apparaître douteuse car il n'y a pas de participation des parties prenantes.
Deuxième type d'autorité, enfin d'autorité de style, vous avez la stratégie de persuasion ou persuasive. Le projet ici est présenté et est vanté à travers une communication. On joue sur la conviction et la séduction, donc pour avoir une certaine efficacité. Les individus dans cette stratégie restent passifs, bien sûr. On sollicite leur adhésion et on s'interroge sur l'intégration durable du changement, puisque là, il n'y a pas véritablement, si vous voulez, de participation. On va plus aller vers la séduction, vers la conviction, plutôt que la participation. Par contre, le troisième type de stratégie, il s'agit de la stratégie de négociation. On va chercher ici le compromis entre d'un côté les intentions des promoteurs et de l'autre côté le point de vue des parties prenantes. On a un degré plus profond là, de stratégie. On se trouve dans un processus lent et tendu. Le résultat peut apparaître réaliste puisqu'il y aura intégration des parties prenantes dans la négociation. Mais on parle dans une négociation. On donne, si vous voulez, une certaine porte ouverte à la discussion. Par contre, le dernier, la stratégie participative est plus profonde. L'information ici donc est large et l'expression de tous est sollicitée. Bien entendu, c'est un processus qui apparaît être très lent et il existe un fort engagement des promoteurs. En fin de compte, on peut s'apercevoir, si vous voulez, qu'il existe plutôt un compromis concerté, à savoir que de nombreux consultants orientent plutôt l'entreprise vers un changement concerté, une approche du changement concerté qui est un mélange de négociation et de participation, surtout pas d'autorité. Donc dans cette approche, il s'agit de mettre en œuvre, premier élément, une vision globale donc, du changement, donc une vision globale à partir effectivement d'un diagnostic donc, que nous avons vu dans le module antérieur, de la direction. Il faut ensuite orchestrer par un travail de groupe, de projet, pour envisager donc des solutions. Mais on part effectivement d'un diagnostic. Ce sont les groupes eux-mêmes, donc ce sont les groupes eux-mêmes à partir du diagnostic que nous avons vu, qui formulent des solutions donc, et qui va les mettre en œuvre. L'idée, c'est qu'on part effectivement d'une négociation-participation. Il faut, dans ce cadre-là, effectivement, une concertation indispensable. Il faut associer au projet tout ou partie des personnels ou des parties prenantes. Cela conditionne même l'efficacité donc, de ce changement. Bien entendu, la consultation peut être totale ou partielle. Donc, tout dépend de la conception au sommet de la hiérarchie. Les stratégies présentées comme participatives ne sont en fait souvent, même si on a l'alibi de faire un compromis concerté, que des stratégies de persuasion et de manipulation déguisées. Alors on imagine les parties prenantes lorsqu'ils s'aperçoivent en fin de compte de ce projet de manipulation. Il s'agit ici de vendre donc le changement plutôt que de l'impulser. Et là, de toute façon, même la participation a besoin d'acteurs moteurs qui mettent en mouvement, l'ensemble du changement. L'idée, effectivement, c'est que là, il existe une concertation indispensable, mais souvent, dans la pratique, on a plutôt, une volonté de vendre ce projet. On a tort de croire que la participation au changement est donc une aspiration unanimement partagée, Il s'agit d'un exercice difficile, avec un engagement psychologique important des parties prenantes. L'obtention de la participation des salariés est un enjeu et dépend du climat social. Du climat antérieur, du climat social.
Bien entendu, pour terminer, j'allais dire, on va envisager la théorie de l'engagement, d'autres travaux concernant donc l'ensemble des modifications des comportements signalent qu'il est possible de faire d'autres stratégies, donc différentes des 4 grands types de leadership ou de stratégie que l'on vient de voir. En effet, souvent les individus persistent donc dans leur choix, ils s'accrochent, j'allais dire, au cours de l'action, c'est-à-dire qu'ils refusent le changement, même s'il s'avère infructueux, par une escalade de l'engagement. Pour manipuler dans le sens du changement, on peut utiliser donc cette technique, la nouvelle technique, à savoir que l'on va rechercher, on ne va pas chercher à convaincre, si vous voulez, ni à imposer de l'extérieur. L'idée, effectivement, c'était par rapport à cette vision aux 4 types de stratégies, on part des diagnostics et puis ensuite on essaye de faire un projet partagé. Et bien là, l'idée, c'est que l'on joue sur l'engagement des individus par rapport, c'est ça qui est important, à leurs actes antérieurs. On part des actes antérieurs pour ensuite justifier un certain changement. On est bien d'accord que là, ça devient compliqué. Donc, il s'agit d'une soumission, c'est ça l'idée, il s'agit d'une soumission librement consentie, puisque l'individu se sent libre, mais est placé dans une certaine cohérence. Bon, ça ne veut pas dire que c'est une théorie vraiment, si vous voulez, qui va nous départir de ce qu'on a vu, mais l'idée, c'est qu'on part de la situation de l'individu pour l'amener à un changement, un petit peu comme j'ai dit dans le module antérieur, le changement étant la prolongation de la situation existante. En conclusion, d'autres éléments donc, sont à prendre en compte. Il existe donc, j'allais dire, différentes stratégies donc, qui sont fondées sur la conception différente de l'autorité, donc directive, négociation, réduction, participation. Donc on est dans la conclusion, donc on est dans des stratégies différentes. Bien entendu, ce qui est intéressant, c'est que la personnalité du dirigeant joue un rôle, à savoir son histoire personnelle, donc son leadership, cette volonté. Un leader est quelqu'un qui, j'allais dire, prône une image, qui partage cette image. La culture professionnelle joue un rôle également important, professionnel ou organisationnel. Cela va influencer, il faudra qu'on le voit ensemble, ça, l'ensemble des processus du changement. Et ces éléments de contexte vont amener à adopter un type de conduite du changement. Donc nous avons vu ici qu'en fin de compte, dans notre module, qu'en fin de compte, j'allais dire, les dirigeants doivent mettre en place une certaine tactique, que cette tactique dépend de leur leadership, que l'on peut basculer effectivement sur les 4 types de stratégies ou de leadership que nous connaissons, que les 2 dernières sont bien entendu préférables pour pouvoir impulser un changement intéressant. Bien entendu, j'allais dire, parfois ce n'est pas suffisant. Il faut partir de l'existant pour impulser un changement. Il ne s'agit pas du tout, comme on a pu le voir dans le module précédent, d'une stratégie de la table rase, puisque là, dans la stratégie de la table rase, nous avons bien entendu, bien sûr, une confrontation, un affrontement direct avec les parties prenantes lorsque cette stratégie n'est pas justifiée par un contexte environnemental lourd et comme on connaît aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est que les parties prenantes des structures sont confrontées non seulement à une situation personnelle difficile et à une situation professionnelle en changement. Ce n'est pas vraiment, entre guillemets, le bonheur au sein des structures aujourd'hui, sachant qu'il faut aller vite, que le changement nécessite une certaine rapidité et que nous avons vu que tout changement participatif entraîne nécessairement de la lenteur. Donc vous avez compris que la problématique est difficile et les solutions ne sont pas aisées à trouver.